Bonjour Sugar Lewis, comment vas-tu? Salut Isabelle, je vais bien et toi? Ouais, super, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, ça fait plaisir de te voir. Mais oui, ça fait longtemps. Bah ouais. Alors, donc Sugar Lewis, c'est le nom de ton nouveau projet, concept, on peut dire. Tu viens de sortir un single, mais avant tout, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Alors de mon vrai prénom et vrai nom, je m'appelle Shana Mpunga. Voilà, je suis le fils de Catherine Lazare et Denis Mpunga. Euh, voilà, ça c'est mon vrai prénom, mon vrai nom. Et le blaze Sugar Lewis. Alors je l'ai trouvé dans une inspiration de, je me disais, tiens, j'ai quand même un côté sucré, ce côté, parce que je suis métissé, donc je suis un bâtard. Et, et on va dire que j'aime ce côté là en moi un peu épicé, sucré. Et voilà, j'ai souvent, on m'appelait souvent Sugar, et je me suis dit, ah, c'est une bonne idée, je vais prendre ça. Et puis il y a le morceau de D'Angelo qui est sorti, Sugar. J'allais te parler de... J'allais t'en parler. Il y a ce morceau-là qui m'a vraiment fait beaucoup de bien, parce que je trouvais que ces dernières années, j'étais plus motivé par ce qui sortait ce qui sortait des dernières sorties. Il y avait beaucoup de moins d'artistes qui m'inspiraient. Et c'est vrai que j'ai toujours été un grand fan de D'Angelo. Et c'est vrai que son dernier album, et il a pris beaucoup de temps pour le sortir. Donc comme moi, j'ai pris beaucoup de temps pour sortir mon single. Je suis en connexion avec cet artiste. Et quand il a sorti ce morceau Sugar Daddy qui funk, incroyable. Sugar Daddy ou Sugar Brown Daddy. Sugar? Parce que moi, je pense à Brown Sugar. Non, Brown Sugar Babe. Ça, c'est encore autre chose. Mais effectivement, il y a le Brown Sugar qui m'avait déjà fort inspiré. Et, Mais où il parle d'une femme. où il parle d'une femme. Et là, il parle de Sugar Daddy. C'est un nouveau morceau de son dernier album. Et donc, j'ai un ami qui s'appelle Aaron Baxter Lewis, qui est un designer. Et j'ai toujours été très jaloux de son blaze, c'est aussi bête que ça. Oui. Et j'ai toujours adoré le mot Lewis, que je trouve très classe, très anglais. Et donc, comme je chante aussi en anglais dans le projet, voilà, j'ai fait une espèce De mix. voilà. Ah ouais, très bien. Mais alors du coup, tu parlais tout à l'heure de tes parents. Donc tes parents sont tous les deux artistes. Donc évidemment, tu as trempé dedans depuis que tu étais tout petit. Peux-tu un peu nous expliquer comment ça se passait alors à la maison au niveau musical? C'est-à-dire que ma mère est danseuse et mon père est musicien, chanteur, comédien et acteur. Et donc il y a tout de suite eu beaucoup de connexions entre nous, parce que ma mère me prenait à la danse par exemple. Alors ce qu'il faut quand même qu'on dise, c'est que tes parents c'était les tout premiers à avoir commencé la danse africaine, si on peut dire la danse d'inspiration ou d'expression africaine à Liège. Donc c'était vraiment les tout premiers. Oui, c'est vrai, c'est des pionniers. C'est dans les tout premiers. On connaissait pas le djembé, on connaissait pas la danse africaine, toute cette culture de l'Afrique de l'Ouest qui a débarqué. Pas grâce à mes parents, mais mes parents ont rencontré des personnes qui leur ont donné des techniques. Et quand ils sont arrivés à Liège, effectivement, dans cette petite ville, ça n'existait pas. Et donc, mon père a créé un groupe qui s'appelle Goma Percussion, avec des grands percussionnistes comme Raphaël Blé, Sidiki Camara, Ken Diaye. Il y avait aussi Jean-Luc Slock. Enfin voilà, une belle bande de percussionnistes, et ils ont été des pionniers. Et donc ma mère dansait aussi avec ce groupe-là, et donc j'ai été élevé un peu dans cette atmosphère-là. Oui. Ouais. Et donc comment est-ce que ça a commencé pour toi déjà dès l'âge de 6 ans, tu commençais un peu à toucher aux instruments? Oui, c'est ça, la percussion. J'ai tout de suite commencé la percussion à 4-5 ans même, je dirais. Et mon premier groupe de djembé, je l'ai créé à 7 ans. Voilà. Et donc avec des avec des copains. Avec les fils du groupe de mon papa, qui avaient le même destin finalement, parce qu'ils étaient baignés dedans aussi. Et puis on était tout le temps en répétition, on était trimballés dans les festivals et en concert, tout ça. On attendait. Mais alors, pour s'occuper, on apprenait le djembé forcément. Et à 7 ans, on a eu nous-mêmes l'envie de créer un groupe qu'on a appelé Djembé Kids. Et donc c'était avec les enfants de Ken Diaye aussi et Kola Bollars. Et c'était vraiment une belle aventure qui nous a permis de très vite goûter à la scène
et l'envie de faire ce métier, en tout cas pour moi, de continuer dans ce métier. On a joué à Color Café, on avait 10 ans et on a mis beaucoup de sous de côté pour partir en Afrique, apprendre au Burkina Faso, au Sénégal, avec les djembé Fola de là-bas. Je dois dire pour la petite histoire, notre dernier passage au Burkina Faso nous a fait arrêter notre groupe parce on est tombé sur des enfants de 7 ans qui jouaient mieux que nous. Et c'est vrai que c'est une réalité avec l'Afrique aussi. Oui, mais après, est-ce que c'était vraiment comparable? Parce qu'effectivement, là-bas, il y a une manière d'apprendre qui est vraiment liée au mimétisme et en fait, on te donne pas des cours, tu observes et puis c'est tout. Bon, c'est un peu ce que vous avez fait aussi, mais on peut pas nier effectivement la question du métissage. Vous grandissiez en Europe, donc encore une fois, c'était pas comparable. Ah non, c'est sûr. Mais après, l'adolescence arrive, les remises en question arrivent et c'est vrai que c'était un peu au moment, on a eu ce moment de tout enfant à l'adolescence où on brillait. Et puis à l'adolescence, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus le niveau pour continuer. En tout cas, il fallait qu'on se donne beaucoup plus de moyens. Et donc voilà, c'est intéressant de pouvoir aller en Afrique aussi pour se rendre compte à quel point où on en est un peu. Hein. Oui, voilà. J'imagine. Mais ça a été aussi, j'imagine, le moment d'une grosse claque identitaire. Voilà, une grosse claque identitaire. Je crois et ça, on l'a tous pris, on est rentré et on n'avait plus trop envie de jouer. Moi, j'ai continué la percussion. Je suis très fier de maintenant de gagner ma vie avec ça. Mais alors, du coup, au niveau parcours, est-ce que tu as fait des études artistiques? Oui, j'ai fait l'Institut Jacques Dalcroze. Oui. Je sais pas si tu vois. Oui, est-ce qu'il y a donc il y a un institut à Liège aussi? Je sais qu'il y en a un à Bruxelles parce que justement la fille de Cécilia Kenkonda avait fait ça, qui s'appelle aussi Shana. Shana Fissman. Mais du coup, je ne sais pas s'il y en a un à Liège. Non, il y a pas à Liège. Ah, donc tu es allé, c'est quoi, le mercredi après-midi? J'ai été à Bruxelles. Ah, tu as été vivre à Bruxelles? J'ai été vivre à Bruxelles avec mon papa, qui était résident au Varia, Varia. Et donc, voilà, pour la petite histoire, j'étais à Liège et je sortais des secondaires. Et je traînais un peu trop dans la rue, je faisais pas grand-chose. Oui. Et mon père a eu... Pendant tes secondaires, tu as eu un parcours un peu axé sur les arts? T'étais par exemple en art d'expression ou t'avais des options? Pas vraiment, non. Non. J'avais beaucoup d'activités artistiques après l'école. Oui. Mais j'étais dans une école, par contre, j'étais dans une école immersion anglaise. Donc ça m'a bien aidé dans ma carrière d'apprendre l'anglais. Et à Dalcroze, je suis resté 3 ans là-bas. Et je dois dire que ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce que c'est assez intense, t'as des cours d'harmonie, de chant choral, de maintien, de contempo. C'est vraiment une super école. Oui. Et donc, tu es un artiste complet aussi, quoi. Donc, tu es le Gene Kelly de Liège. C'est pas à moi de le dire, mais oui, je crois que je suis intéressé à pas mal d'aspects de l'art. Oui. Qui fait que j'ai donné cours de danse, je suis percussionniste, j'ai appris le piano et je chante. Oui. J'ai fait 8 ans de chorale aussi. Très bien. Voilà. Et alors du coup, quels ont été tes premiers projets artistiques en tant que professionnel? Donc à 7 ans, c'était déjà sympa. Voilà, c'était sympa. Mais mon premier gros groupe s'appelle All Jazzy Beatmasters. Groupe que j'ai créé avec d'abord un coloc qui s'appelle Taï. Et c'était une belle aventure. On a fait un mélange entre l'anglais et le français, hip-hop anglais. Et ça groovait, beaucoup de funk. Et c'est avec ce groupe-là que tu as fait la première partie de Gad Elmaleh? Oui, voilà. C'était quelque chose, ça, quand même. Oui, c'était quelque chose. Je dois remercier mon papa, Denis Mpunga, pour ça, parce que il a eu un œil de théâtre et de spectacle, et donc il a fait une mise en scène assez incroyable sur ce projet, ce qui nous a permis de tourner pendant 6 ans dans plusieurs festivals. Et voilà, je trouve qu'il est important, en fait, je vois beaucoup de groupes et souvent on oublie cet aspect de la mise en scène. Oui. Mais d'ailleurs, c'est un peu la structure qu'il a créée, Denis, hein. C'est pour aussi accompagner les artistes et leur permettre justement de se mettre en valeur. Oui. Donc ça fait partie un peu de ces coaching, multiples casquettes. Ah ouais. Voilà. Et je dois dire que ça, c'était un beau coup de pouce, parce que c'est super important maintenant de prendre ça au sérieux. C'est chouette d'avoir un concert, mais c'est chouette de aussi vivre des moments.
Et de plus en plus d'artistes font attention à ça. Mais on le voit, hein, On le après, voit, sans, hein. sans avoir besoin toujours de citer les Américains, mais bon, quand même, Beyoncé, Madonna, etc., Oui. Ils font gaffe, quoi. Et puis, C'est pas ouais, juste ouais. chanter ou danser. Puis même à un plus petit niveau, il y a le Studio des Variétés de Paris qui maintenant a ouvert ici aussi une branche en Wallonie avec KR et toutes des personnes, des intervenants qui aident les jeunes à mettre en place leur show. Et je trouve vraiment que c'est super important. Donc avec All Jazzy Beatmaster, c'était un peu notre force. On était, si tu veux, on était habillés en steward et il y avait des choses qui se passaient dans tout le show. Et voilà, ça c'était mon premier groupe avec lequel j'ai tourné. D'accord. Et alors, du coup, on va revenir alors à Sugar Lewis. Ouais. Ah non, mais il y a un autre groupe aussi avec lequel tu tournes encore. Soul Caravan. Voilà, Soul Caravan. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire? Alors, Soul Caravan, c'est particulier. C'est un producteur qui s'appelle Olivier Battesti. Oui. Donc c'est le producteur de Mamemo aussi. Il a un lien avec Géraldine Battesti? Oui, c'est Ok. le papa de Géraldine Battesti. Alors, j'ai rencontré, oui. Voilà. Mhm. Et pendant toute la période de Covid, il réfléchissait à ce qu'on pouvait faire pour les artistes. Il était assez inquiet. Et à force de chercher des solutions, des fonds et tout ça, il a pensé à ce projet. Il a appelé Antoine Dawan, qui est un trompettiste arrangeur de génie, je dois le dire. Et lui, Antoine Dawan a rassemblé une équipe. Donc on est 10 ou 11 dans Soul Caravan. On est 2 chanteurs, une section cuivre avec tout ce qui va avec. Et on a décidé de faire des reprises de Stevie Wonder, mais des reprises vraiment pas reprises pures et dures, donc vraiment avec un arrangement made in Antoine Dawan. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, on joue dans la rue, donc on se met en cercle. Et les gens, pendant le Covid, pouvaient nous regarder, pendant le confinement, nous regardaient de leurs fenêtres. Ah, c'est chouette, Voilà. hein, ça, c'est généreux. Voilà, c'est généreux. Ouais. Et puis la ville de Bruxelles nous a engagés pour 10 concerts dans les rues. Et puis d'autres villes se sont mises à le faire. Et c'est comme ça que ce groupe existe toujours. Et alors, pourquoi Soul Caravan? Vous vous baladez vraiment en caravane? Non, non, pas vraiment, mais c'est un peu l'idée. Ouais. Oui, l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Ouais. On joue beaucoup en France, donc c'est vrai qu'on est beaucoup sur la route. Donc. Et donc oui, là tu étais en Allemagne. Oui, là j'étais en Allemagne avec Irène Cabouche. Je ne connais pas. La compagnie Irène Cabouche, c'est une grosse compagnie de contemporain en Belgique. Ah, donc tu fais encore d'autres choses en plus de Soul Caravan et de Sugar Lewis. Oui, je bosse pour cette compagnie de danse où je fais de la musique en fait. Ah, d'accord. Donc tu composes de la musique oui. pour d'autres. Voilà, c'est le spectacle Le Regard, ça s'appelle. D'accord. Et voilà, on est en tournée depuis presque 1 an et demi. Oui. Avec Gold Mayanga en tant que danseur et Ilk. Et voilà, oui, donc j'étais en Allemagne pendant 4-5 jours. On a fait différents théâtres. Bah alors du coup, on va quand même revenir alors à Sugar Lewis. Ouais. Donc comment est venue l'idée de revenir sur le devant avec un projet qui n'est pas tout à fait solo, parce que quand on regarde le clip, tu n'es pas tout seul. Mais donc voilà, peux-tu nous expliquer un peu l'envie, le concept? Alors donc après mon groupe All Jazzy Beatmaster, j'avais l'envie de créer quelque chose qui sortait vraiment de mes tripes. Et avoir un contrôle total sur mon projet artistique, ce que je souhaite à beaucoup de personnes aussi. Mais évidemment, ça entraîne beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Et donc, j'ai pris beaucoup de temps pour sortir mon projet. Et donc, je me rends compte que ce temps était précieux finalement, parce que il y a beaucoup de sujets qu'on aborde, beaucoup d'artistes abordent des sujets. Je vois que maintenant la musique, on fait de moins en moins attention au message. Et là, tout à coup, je me suis souvenu que j'étais aussi un enfant d'exilé et que j'avais aussi un exil identitaire. Et donc, je pensais à l'immigration assez fort. Et donc, c'est un truc qui m'a vraiment permis de trouver l'aspiration pour faire un nouveau morceau. Et donc, je voulais parler des droits de l'homme bafoués dans le désespoir, tu vois, dans cette lutte. Bah oui, tu veux nous lire un extrait ouais, de texte, vas-y. C'était espèce un appel à l'humanité, quoi. Oui. Et ouvrir les droits, et je voulais que leur voix résonne
puissante et claire, et que leur espoir triomphe, et que bah oui, un espoir pour le monde en fait. Et la traversée de l'enfer, c'est effectivement cette traversée en bateau que beaucoup d'immigrés ont l'expérience de faire. Et, je trouvais que c'était un sujet que j'avais envie de parler, tout simplement. Ouais. Et donc, je remercie d'ailleurs les deux acteurs du clip, Toby et Gaza, qui sont deux Sénégalais, qui eux ont vécu justement cette traversée de l'enfer. Donc, c'est des grands amis à moi, et donc je remercie parce que quand je regarde ce clip, je me dis il y a vraiment quelque chose qui est vrai, qui est juste. Et voilà, j'ai fait ça avec Robert Kellinger, qui est un super vidéaste. Et voilà, une très belle équipe, je suis très bien entouré. Mais oui, c'est ça que je voulais dire. C'est un concept parce qu'on sent que tu n'es pas tout seul, tu te sens porté par, oui, par voilà, ton équipe. J'ai une super équipe avec mon ami de tous les jours, Younes Prod, avec qui je fais de la musique. Je séchais les cours pour composer. Donc et j'ai vraiment une belle équipe autour de moi. Et alors du coup, quel sera le prochain single? Le prochain single, je prépare une espèce de mélange d'amapiano. Je sais pas si c'est le nouveau fresh wave qui nous vient d'Afrique du Sud. C'est de l'afro, mais voilà, c'est assez rythmé. D'accord. J'aime beaucoup. Et donc je cherche un mélange d'amapiano, électro, on va dire électro soul. Et voilà. Donc on n'a pas encore le titre, on sait pas encore ce que ce sera. Non. Ah, surprise. Non, mais voilà, je peux te dire qu'il sort pour fin août. D'accord, très bien. D'ici là, je bosse toujours sur ma musique. Bon, bah voilà. C'est bien. Y a-t-il d'autres choses dont tu as envie de parler parce qu'on a compris donc du coup que tu as plusieurs casquettes, que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Est-ce que tu enseignes? Est-ce que tu coaches? Est-ce que tu voilà. Écoute, là ça y est, voilà, j'ai mon statut d'artiste, je me concentre sur ma carrière. J'ai donné beaucoup de cours, je fais plein de choses comme ça, mais maintenant j'ai vraiment envie de me concentrer sur la musique. D'accord. Et donc pour le moment tu arrives, grâce au statut d'artiste, mais au niveau des contrats, etc., ça roule. Tu sens quand même que tu as une vie confortable. Oui, parce que bon voilà, je multiplie les projets. Oui. Mais voilà, il est important pour moi que je me concentre sur mon projet solo. Oui. Mais oui, c'est vrai on a de la chance en Belgique. Les artistes ont de la chance en Belgique. On est soutenus. Oui. Et le fait encore une fois, le fait encore d'avoir des parents aussi qui sont passés par là avant toi et qui n'ont pas eu la chance d'avoir toutes ces structures qu'on a aujourd'hui. Bon, ils peuvent aussi évidemment te donner des conseils, j'imagine. C'est clair, mais la vérité c'est que mes parents avaient déjà, même à l'époque de mes parents, l'État belge était vraiment soutenait les artistes. Oui. Ouais. Et je trouve que il y a une réforme sur le statut d'artiste. Et je suis vraiment content de la tournure que ça prend parce que ça n'a pas toujours été facile. Et pour avoir voyagé un peu partout, il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas soutenus dans le monde et qui n'ont pas le droit d'exercer ce métier parce que tout simplement on les aide pas. Mais oui. Après, faut être un bosseur. Hein, y a pas de secret. Hein, faut bosser. Mais je trouve que vraiment l'État belge est vraiment super avec les artistes. D'accord. Alors, est-ce que tu as envie de terminer sur quelque chose de particulier? As-tu un message que tu voudrais livrer? Tout simplement, faites ce qui résonne dans votre tête et toujours croire en soi, toujours persévérer. Et puis voilà, soyez heureux. Merci beaucoup, Chana. C'était une belle interview et on te souhaite le meilleur pour la suite. On attend le nouveau single alors pour le mois d'août. Merci. Merci. À bientôt.